Bon, hop, je mets les questions ici si jamais. Hop. Eh bien, nous pouvons commencer. Donc, bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré aux enjeux environnementaux dans la commande publique. Donc, on sera ensemble jusqu'à 11h30. Donc, je suis Léa Sadiakou, alternante chargée d'appui achat responsable et ESS à la Crète-Bretagne, que je vous présenterai du coup brièvement juste après. Donc, j'animerai aujourd'hui ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec le CNFPT, donc le Centre national de la fonction publique territoriale, et puis le RTES, donc le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Donc ce webinaire, il s'inscrit dans un cycle de 3 webinaires pour permettre donc les coopérations entre collectivités et structures ESS. Donc là, aujourd'hui, nous sommes sur le thème la thématique, comme je le disais, des enjeux environnementaux dans la commande publique, donc qui consistera à appréhender comment mieux prendre en compte ces considérations environnementales dans ces achats publics. Donc, bien évidemment, le support de présentation vous sera transmis par la suite. Vous pourrez aussi le retrouver sur le site internet et il y aura aussi un replay de ce webinaire. Concernant l'ordre du jour, donc ce webinaire-là a été co-construit avec différents intervenants et intervenantes. Hop, attendez. Donc dans un premier temps, 2 personnes de Reseco vous présentera les fondamentaux de la commande publique durable, donc avec une recontextualisation et puis repartir sur le cadre politique et réglementaire. Ensuite, Atou Close vous présentera plus concrètement quels leviers il est possible de mettre en œuvre pour une commande publique durable. Dans un troisième temps, il y aura un zoom sur le réemploi des matériaux du bâtiment dans les marchés publics. Et puis enfin, nous terminerons par un partage d'expérience du coup d'une collectivité sur le projet Le Repère, qui est un pôle entrepreneurial. Donc, ce que je vous propose, c'est que chaque intervenant pardon, et intervenante se présenteront au fur et à mesure de leur prise de parole. Avant de rentrer du coup dans le vif du sujet, donc je tiens à vous présenter la CRES, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Bretagne. Donc c'est une association qui regroupe et fédère 110 réseaux et organisations locales. Elle est reconnue par la loi de 2014. Il faut savoir que du coup, il existe hem, une CRES, les CRES sont présentes sur l'ensemble des régions, dans chacune des régions, pardon, en France. Hem, la CRES Bretagne, ça représente environ 25 salariés qui sont sur des missions de promotion, d'observation et puis également de soutien au développement des structures de l'ESS et ainsi que des filières. Donc nous travaillons en lien avec tout un écosystème à l'échelle, tout un écosystème pardon d'acteurs engagés sur notre territoire breton. Donc ce sont notamment 19 pôles de l'ESS qui sont structurés à l'échelle des pays, comme vous pouvez le voir. Et puis il y a également 4 incubateurs départementaux qui ont notamment pour mission de favoriser le développement de l'entrepreneuriat collectif. Heu Eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à Laurence Cesbron et puis Solène Bigot de Reseco. Tout d'abord, je vous laisse vous présenter et puis présenter du coup Reseco et puis ensuite enchaîner sur la présentation du contexte et des enjeux. Voilà. Merci Léa. Donc, moi, je vais commencer par une présentation
de Réséco. Et puis Solène prendra la main, ça résonne un peu, je ne sais pas pourquoi, mais et Solène prendra la main pour la partie plus réglementaire. Alors, Solène, est-ce que tu peux te présenter aussi ou... Oui, tout à fait. Je pensais prendre la parole tout à l'heure, mais donc, moi, c'est Solène Bigot. Je suis chargée de mission de la dynamique des achats publics durables pour Réséco depuis le début de l'année. Donc, comme le disait Laurence, j'interviendrai sur, sur le cadre politique et réglementaire de la commande publique responsable. La prochaine. Voilà, alors je vais essayer de passer vite parce qu'il y a beaucoup d'adhérents, j'ai remarqué, donc je vais essayer de pas trop voilà, me répéter, bon, même si c'est toujours intéressant. Donc Réséco, Réséco est un réseau qui a été créé en 2006, donc moi je suis quasiment là depuis le début. Nous avons 137 adhérents aujourd'hui et l'idée en fait des élus, enfin des personnes qui ont créé le réseau, c'était d'aider les collectivités à intégrer des dispositions, enfin des considérations environnementales, économiques et sociales dans leurs commandes publiques. Donc 137 adhérents aujourd'hui sur 3 régions, alors principalement Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire, et nous avons encore quelques adhérents en Nouvelle-Aquitaine et en ancienne Basse-Normandie. Voilà, mais avec la loi NOTRe, ça a évolué. Donc maintenant, c'est principalement, alors il y a des adhérents historiques qui tiennent au réseau, mais c'est principalement sur ces 3 régions. Donc, le fonctionnement de Réséco repose sur un binôme élu-agent. Ça, c'est important. En fait, c'est important pour mettre en place, mais pour vous, c'est important d'entendre ça. Et pour mettre en place une politique d'achat durable, c'est important d'avoir le portage politique et technique. Quand le binôme fonctionne bien, quand tout le monde s'entend, c'est plus facile d'avoir une politique, un portage politique clair des élus qui ont conscience de tous ces enjeux-là. Et puis au niveau technique, parce qu'il y a les réglementations et puis parce qu'il faut mettre ça concrètement en place dans ces marchés. Donc vous aurez le support, il y a un lien vers une carte, et puis mais tu peux passer, Léa. Léa, ah oui, voilà, pardon. Non, d'abord. Oui, alors notre ambition, c'est un peu des grands mots, mais c'est quand même ça, hein, c'est faire gagner du temps aux acheteurs, à la commande publique, hein, au service des marchés. Donc, avec quelques mots, donc informer, hein, on fait beaucoup de veille pour les adhérents, sensibiliser, former. Il y a aussi des formations qui ne sont pas forcément réservées aux adhérents, là, parce que nous avons, je l'expliquerai après, mais des partenariats avec l'ADEME, des régions, voilà, etc. Et puis innover ensemble, puisque voilà, on travaille ensemble. Moi, je dis souvent, on est un peu une grande famille, on est un réseau. Nous, le Réséco ne vient pas rédiger vos marchés, mais est vraiment sur le partage d'expériences, voilà, l'innovation, essayer d'apporter des réponses pour se conformer à la réglementation. Donc, tu peux passer, Léa, la prochaine. Alors, nos activités outils, bon, je ne vais pas forcément passer sur les 6 besoins. Il y a eu une réflexion, on essaie quand même d'être en perpétuelle évolution et de répondre aux attentes des adhérents qui ont changé depuis 15 ans, c'est sûr. On n'a pas forcément le même temps, pas forcément. Voilà, tout le monde est un peu débordé. Il y a de plus en plus de réglementation. Donc, bon, ça a évolué. On essaie de faire évoluer nos activités, mais on avait réfléchi avec les adhérents il y a quelques temps et on avait identifié 6 besoins des collectivités pour aller vers l'achat durable. Donc, il leur faut des espaces d'échange. On essaie de faire ça. De la veille, on fait beaucoup de veille par nos actus ou nos lettres d'infos pour les adhérents. Des dynamiques de proximité. Bon, ça, on essaie aussi de travailler au niveau des territoires. Transversalité de la démarche, évaluation, bon, voilà, tout ça, ce sont un petit peu, nos activités tournent autour de tout cela. Et ensuite, on en a mis un certain nombre en place. Alors, il faut savoir que Réséco a un modèle économique qui est basé sur les cotisations de ses adhérents et puis des subventions par des partenariats. On en a avec la CRES, on en a avec la région, des régions et avec l'ADEME. Donc, c'est pour ça que vous avez quand même accès à certains outils de Réséco ou à certaines activités. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir notre site internet parce qu'en fait, voilà, il y a des activités qui sont ouvertes à tous
tous, en fait, pour faire avancer tout le monde. Et puis des activités, bien sûr, qui sont réservées aux adhérents parce qu'il faut bien qu'ils aient une plus-value. Donc, on a des journées de réflexion, des groupes de travail, des webinaires thématiques, formation, sensibilisation, des échanges. Nous, on a un centre de ressources, une adresse mail groupée. Enfin, bon, voilà. Donc, je vais passer assez vite, mais il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous si besoin. Léa, tu peux passer. Oui, et puis surtout, je voulais vous présenter ces 2 outils là ce matin parce qu'en fait, ils peuvent être, je vois qu'il y avait des petites collectivités ou des collectivités qui n'auraient pas forcément intérêt à adhérer à Reseco, qui ne sont pas encore dans cette démarche-là, mais qui ont besoin quand même d'éléments pour aller vers l'achat durable. Donc, il y a 2 outils qu'on voulait vous présenter. Donc, un outil de référence réglementaire qui est très intéressant, en fait, que vous avez à partir de notre site internet. Il y a le lien, bon, on n'a pas le temps là d'aller cliquer, mais vous aurez les supports. En fait, cet outil est assez pédagogique. En fait, vous cliquez, enfin, vous donnez le type de collectivité que vous êtes, une région, enfin, voilà, une ville, etc. Et puis, ça va vous donner le type, votre segment d'achat, enfin, le type d'achat, la famille d'achat, en fait, que vous voulez. Vous avez un marché, par exemple, de produits d'entretien. Et ça va vous donner toute la réglementation en matière d'achat durable. Alors d'abord, alors vous avez 2 codes couleurs, vous avez celle qui est vraiment liée à la famille d'achat, et puis ensuite, plus généralement, par exemple la loi AGEC, voilà. Donc c'est très intéressant parce que ça vous permet, si vous n'êtes pas du tout encore dans ces démarches-là ou qu'il vous manque des éléments, en allant simplement sur cet outil-là, à dire, ah ben d'accord, moi j'ai telle réglementation, ah oui, moi je suis soumis à ça. Bon, voilà, donc c'est assez intéressant. Et puis le guichet vert, dans le cadre du plan national des achats durables, le ministère a mis en place sur tout le territoire, il y en a quasiment sur tout le territoire, il y a une carte aussi, mais c'est pareil, vous pourrez avoir accès à la carte en cliquant sur le lien, des guichets verts sur le territoire afin d'apporter un service de conseil environnemental de premier niveau à une collectivité qui n'adhérerait pas à un réseau. Le PNAD met les réseaux à l'honneur, mais il y a des collectivités qui n'ont pas forcément de réseau sur leur territoire ou qui n'adhèrent pas encore, et ça leur permet d'avoir via un formulaire, vous avez là le lien, un conseil gratuit voilà, pour toutes les collectivités, les acheteurs soumis au code de la commande publique. Donc ça, c'est intéressant. C'est notre collègue, nous, on a une collègue au sein de Reseco, c'est Patricia qui répond à cela. Donc elle vous donnera voilà, les guides, ce à quoi vous êtes soumis. Enfin, elle essaiera de vous donner déjà de premiers éléments pour vous lancer. Et quand vous adhérez à Reseco, ça se transforme en conseil minute. Elle va faire une réponse un petit peu plus précise. Voilà. Donc, je ne veux pas prendre plus de temps, je ne sais pas quelle heure il est, mais bon, voilà, si vous voulez, toute l'équipe de Reseco se tient à votre disposition pour vous aider à mettre en place une politique et une stratégie d'achat durable. Merci Laurence. Du coup, c'est moi qui vais prendre la main maintenant. Alors, ne connaissons pas trop la typologie des participants qui seraient présents aujourd'hui. On a supposé qu'il y aurait pas mal d'acheteurs, mais aussi peut-être des chargés de mission ESS. Donc, on a voulu rappeler rapidement ce qu'est un marché public. Donc, on rappelle qu'un marché public, c'est un contrat qui est conclu par un acheteur soumis au code de la commande publique avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Donc, c'est défini par l'article 1111-1 du code de la commande publique. Et donc, un marché public est soumis à 3 grands principes fondamentaux. Le premier principe fondamental, c'est le principe de liberté d'accès, qui permet à toute personne qui en a la capacité de se porter candidate à un marché public. Le deuxième principe de la commande publique, c'est le principe d'égalité de traitement, qui implique que tous les candidats à un marché public soient considérés avec les mêmes égards. Et le dernier principe, c'est le principe de transparence des procédures, de la consultation à l'attribution du marché, qui doit garantir le jeu d'une concurrence loyale et efficace entre les concurrents. Et on rappelle aussi qu'un marché public démarre dès 1 €. Donc, tu peux passer la diapo, Léa. Voilà, et on voulait rappeler également très rapidement quels étaient les seuils des marchés publics. Donc, il y a différents types de marchés publics en fonction les différents montants des marchés publics vont impliquer différentes règles en termes de mise en concurrence et en termes de publicité. Donc, les marchés inférieurs à 40 000 € sont passés par consultation directe, donc il n'y a ni mise en concurrence ni publicité. Et après, il y a des marchés en procédure adaptée qu'on appelle les MAPA, qui là sont passés en concurrence mais sans mise en publicité. Et puis les marchés qui ont une valeur supérieure, qui sont donc passés avec mise en concurrence et publicité. Donc l'achat public durable, de quoi parle-t-on ? Donc, on rappelle, même si maintenant tout le monde en a à peu près conscience, que
les activités humaines ont aujourd'hui un impact extrêmement fort sur notre planète, sur la biodiversité, etc. On a tous en tête les épisodes climatiques, surtout là pendant la période estivale, comme on est aujourd'hui, les incendies, les canicules, les inondations. On vous a remis 2 photos qui peuvent illustrer ça. Donc voilà, des impacts forts des activités humaines sur donc, la biodiversité, je le disais, mais également en termes de pollution des sols, de l'eau, de l'air, de la terre. Et on a aussi aujourd'hui un gros problème de surconsommation de nos ressources. Chaque année, quelques mois après le début de l'année, on a déjà consommé l'intégralité des ressources que peut produire la Terre en un an. Donc aujourd'hui, on a réellement un devoir en tant que citoyen de faire attention à notre impact et on peut le faire par le biais de nos achats. Je te laisse passer la diapo, Léa, merci. Donc du coup, pourquoi un achat public durable? Donc, on peut dire que cette démarche d'achat durable s'intègre dans une dynamique mondiale. On rappelle les 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés par l'ONU en 2015. Donc ce sont des objectifs qui sont atteints pour 2030 et qui s'appliquent à tous les pays et toutes les parties membres de l'ONU. Et donc, sur ces 17 objectifs de développement durable, tous touchent de plus ou moins près et loin les marchés publics, mais on retient surtout l'objectif numéro 12, qui est sur la consommation et la production durable, et donc qui concerne directement la commande publique et donc la commande publique durable. Merci Léa. Donc, on rappelle qu'un achat durable se base sur les 3 piliers du développement durable, donc qui ont également été définis par l'ONU, mais là en 2000, c'était pas dans les années 2000, c'était en 1992 si je dis pas de bêtises. Donc ces 3 piliers, c'est le pilier social, le pilier économique et le pilier environnemental. Et donc à travers un achat durable et un achat public durable, on peut agir sur ces 3 aspects. Donc pour l'environnement, on peut favoriser des acteurs ayant un impact environnemental moins fort ou même pousser des acteurs économiques à améliorer leur performance environnementale pour pouvoir répondre à des marchés publics. Sur le social, donc là, on va également pousser les entreprises à améliorer la prise en compte des aspects sociaux dans leur politique d'entreprise. Donc là, ça va passer par l'insertion des publics éloignés de l'emploi, l'égalité femmes-hommes, etc. Et sur le critère économique, on va pouvoir essayer par certains biais de favoriser des structures locales, par exemple, des TPE, PME, des entreprises de l'ESS, etc. Je te laisse passer, Léa. Donc, je voulais aussi rappeler la définition un petit peu plus précise, concrète d'un achat public durable. Donc, c'est une définition qui a été définie par le PNAAPD, donc le Plan national des actions pour des achats publics durables de 2015-2020. Et donc, qui explique qu'un achat public durable, c'est un achat qui intègre des dispositions environnementales, sociales et économiques, comme je le disais juste avant, qui prend en compte l'ensemble des parties prenantes concernées par l'acte d'achat, donc bien évidemment le commanditaire, donc la structure publique, l'exécutant, l'entreprise qui va répondre au marché, mais également les usagers du produit ou du service qui va être acheté. Donc c'est un achat également qui réalise des économies intelligentes et qui incite à la sobriété en termes d'énergie et de ressources. Et enfin, voilà. Et enfin, c'est un achat qui, à toutes les étapes du marché, prend en compte toutes les étapes de la vie d'un produit ou d'une prestation, de l'acquisition à la fin de vie. C'est bon, tu peux passer là. Donc, je voulais également rappeler rapidement les 4 leviers de l'achat public pour une transition écologique. Donc, tout d'abord, un achat public durable peut permettre de créer une dynamique économique. Donc, on rappelle que l'achat public, c'est de l'argent qui est injecté dans l'économie. Aujourd'hui, l'achat public représente environ 200 milliards d'euros hors taxes, qui représente un peu plus de 8% du PIB français. Donc, c'est pas rien, c'est un poids économique important. Et donc, c'est une vraie force qui peut permettre de faire évoluer l'offre locale, donc les TPE, PME notamment. Donc ensuite, l'achat public durable peut permettre de créer une dynamique territoriale. Donc l'achat public, ça peut être une vitrine de vos actions. Vous pouvez montrer les cohérences entre vos achats et certaines de vos politiques publiques. Donc pour les grosses collectivités, ça peut être les SPASER.
les schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, on en reviendra là-dessus un peu plus tard dans la présentation. Ça peut être d'autres politiques publiques, les PCAET, etc. Et donc, on rappelle aussi que la commande publique a un devoir d'exemplarité auprès des entreprises et auprès des citoyens. Et donc, voilà, montrer que vous faites des achats publics durables, c'est aussi un moyen d'envoyer un message fort à la population, etc. Donc ensuite, en troisième levier pour un achat public durable, on peut parler de maîtrise des coûts. Donc voilà, un achat, c'est une dépense. Et l'achat public durable, c'est un achat qui anticipe et qui réfléchit l'acte d'achat. On vient définir notre besoin, on vient vraiment se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet achat? Est-ce que je peux acheter plus intelligemment, différemment ou ne pas acheter du tout? Et donc, du coup, ça permet de maîtriser ses coûts et d'assurer une bonne utilisation de l'argent public. Et enfin, le dernier levier pour un achat public durable, c'est le respect de la réglementation. Comme on va le voir juste après, aujourd'hui, le cadre réglementaire autour de la commande publique durable évolue de plus en plus et devient de plus en plus contraignant. Il y a une réelle incitation de la part de l'État à réaliser des achats publics plus durables. Et donc, voilà, le respect de la réglementation peut aussi être un levier pour mettre en place ces achats durables. Et donc, pour finir cette partie introductive, avant de passer à la réglementation, je voulais aussi vous présenter les 7 étapes d'un achat public durable. Donc, la première, c'est d'afficher la volonté politique, donc à travers la mise en place de stratégies internes, de feuilles de route, donc les SPASER, comme je le disais jusqu'avant, les PCAET, des chartes aussi pour des commandes publiques plus responsables. La deuxième étape, ça va être d'accompagner le pilotage en interne, donc de sensibiliser et former les agents aux achats responsables. Ça va être également de créer des dynamiques de transversalité, notamment entre les services prescripteurs et le service de la commande publique. Et ça va être aussi d'identifier les marchés publics dont les achats durables peuvent être un enjeu, donc du point de vue social ou environnemental. Après, la troisième étape, et une étape vraiment capitale pour un achat public durable, c'est la définition du besoin. Donc là, réinterroger les pratiques d'achat et les besoins de sa structure, qui, quoi, comment, où, pourquoi. Et commencer à réfléchir dès l'étape de définition du besoin à quels sont les enjeux sociaux et environnementaux d'un marché. Ensuite, donc on a en quatrième étape le sourcing, donc là qui consiste à aller se renseigner sur l'offre de son territoire en termes de TPE, PME, mais aussi entreprises de l'ESS. Quelles sont les structures qui peuvent répondre à ma demande sur mon territoire? Et ça permet aussi de les renseigner, enfin de leur communiquer en amont vos projets d'achat, et donc ce qui peut permettre aux entreprises de se structurer plus facilement pour vous répondre par la suite. La cinquième étape, du coup, c'est la rédaction des pièces de marché, l'analyse et le choix des offres. Donc, cette étape-là, elle se base vraiment sur l'étape de définition du besoin et le sourcing. L'idée, c'est vraiment d'être en cohérence entre cette étape et les deux précédentes, et ce qui va permettre de choisir le bon outil de la commande publique pour répondre aux enjeux durables repérés. Donc, ça peut être de l'allotissement, des marchés gré à gré, des marchés réservés, etc. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Et enfin, les deux dernières étapes de l'achat durable qui vont un petit peu ensemble, c'est d'évaluer, d'améliorer et de capitaliser et de mutualiser. Donc l'idée, voilà, c'est de suivre ces marchés régulièrement via des réunions, des bilans réguliers et surtout d'évaluer ces marchés à la fin des contrats dans une démarche d'amélioration continue. Et ensuite, sur la dernière étape, c'est de communiquer sur ces actions auprès du public et des usagers. Et voilà. Donc, je vais reprendre mon souffle 2 minutes. Je vois que je suis encore à peu près dans les temps, je crois. Donc, pour finir notre partie introductive de Reséco, je vais vous présenter rapidement le cadre réglementaire autour de l'achat public durable. Donc, l'idée, là, c'est pas que vous deveniez expert de la réglementation autour de l'achat public durable, mais c'est que vous ayez un petit peu une idée des grandes lois qui la régissent et surtout que vous vous rendiez compte qu'aujourd'hui, et surtout depuis le milieu des années 2010, la réglementation évolue énormément pour inciter les collectivités, les acheteurs à prendre en compte le développement durable dans leurs achats. Et donc, du coup, vous avez aujourd'hui de plus en plus de leviers pour prendre en compte ces dispositions sociales et environnementales au sein de vos achats. Donc,
Donc, je te laisse passer la diapo, Léa. Alors, voilà, super. Voilà, la première fois que le terme de développement durable a vraiment été pris en compte au sein de la commande publique, c'est en 2006, dans un article du Code de la que les lois se sont enchaînées et ont commencé vraiment à structurer de manière plus importante ce cadre de commande publique durable. Donc avec en 2014 la directive 2014-24 de l'UE qui donne la possibilité d'utiliser la notion de cycle de vie pour définir une spécification technique, une clause d'exécution et un critère d'analyse, ce qui est un outil quand même important et pertinent dans le cadre d'une démarche d'achat responsable. Et donc en 2014, on a aussi la loi ESS qui fait intervenir la notion de SPASER, donc le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Et donc, qui initialement, ce SPASER, c'est un document qui fixe aux collectivités qui passent des marchés de, donc à l'époque, plus de 100 millions d'euros hors taxes par an, et le seuil a été abaissé à 50 millions d'euros d'achats hors taxes par an à partir de 2023. Et donc, c'est un document qui a de la démarche de développement durable au sein de la commande publique. Je te laisse passer la diapo, Léa. Donc voilà, ensuite, c'est vraiment à partir de 2014 que les lois se sont enchaînées et ont commencé vraiment à structurer de manière plus importante ce cadre de commande publique durable. Donc avec en 2014 la directive 2014-24 de l'UE qui donne la possibilité d'utiliser la notion de cycle de vie pour définir une spécification technique, une clause d'exécution et un critère d'analyse, ce qui est un outil quand même important et pertinent dans le cadre d'une démarche d'achat responsable. Et donc en 2014, on a aussi la loi ESS qui fait intervenir la notion de SPASER, donc le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Et donc qui initialement, ce SPASER, c'est un document qui fixe aux collectivités qui passent des marchés de, donc à l'époque, plus de 100 millions d'euros hors taxes par an, et le seuil a été abaissé à 50 millions d'euros d'achats hors taxes par an à partir de 2023. Et donc, c'est un document qui impose à ces collectivités de se fixer des objectifs en termes d'achat durable. Et donc, voilà, ça a été mis en place dès 2014. Et donc, en 2015, on a aussi la loi Transition énergétique pour la croissance verte qui a commencé à mettre des objectifs plus chiffrés en termes de commande publique durable. Et donc, il y avait deux grands objectifs phares sur la commande publique. Donc, avec un premier sur les produits papetiers, donc avec un objectif de moins de 40% de ces produits acquis par l'État et les collectivités qui doivent être fabriqués à partir de papier recyclé. Et aussi un autre objectif sur plutôt les déchets de chantier, donc avec au moins 70% des matières et déchets produits sur les chantiers, des chantiers de construction ou d'entretien routier, dont l'État et les collectivités sont maîtres d'ouvrage, qui doivent être réemployés ou orientés vers le recyclage ou vers les autres formes de valorisation de matière. Donc ensuite, en 2018, on a une loi, donc là, moins transversale, une loi thématique, la loi EGalim, donc États généraux de l'alimentation, et qui intègre des obligations d'approvisionnement d'aliments de qualité et durables. Donc je vais passer rapidement sur les différents objectifs de la loi EGalim, mais donc on a tous en tête l'objectif de 50% de produits de qualité et durables, dont 20% de produits bio. Donc qu'est-ce qu'un produit de qualité et durable? C'est un produit qui correspond à certains labels, donc les labels rouges, les appellations d'origine protégées ou contrôlées, etc. Donc en deuxième objectif, on a la lutte contre le gaspillage alimentaire et les dons alimentaires. On a aussi des objectifs d'interdiction de plastique à usage unique, de diversification des sources de protéines et l'introduction des menus végétariens. On a aussi des objectifs d'information des usagers et des convives. Et enfin, maintenant que la loi a été mise à jour par un décret de la loi climat résilience, on a aussi maintenant un objectif de 60% de produits de qualité et durable sur les viandes et les poissons. Donc une autre loi qui a été un petit peu primordiale et phare sur toutes ces logiques de développement durable et d'achat public durable, c'est la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, qui renforce la prise en compte de l'économie circulaire dans la commande publique. Donc
différents articles en lien avec la commande publique, certains qui concernent plutôt les travaux, le bâtiment, comme l'article 51 ou l'article 54. Donc, je ne vais pas les détailler. L'article 55 qui, lui, est plus sur les réductions des consommations des objets plastiques, sur la production de déchets, etc. Et enfin, l'article 58 qui fait beaucoup parler, donc là, sur l'obligation d'acheter une part de... Donc, pour resituer un petit peu l'article 58, il y a toute une liste de types de biens. Ça peut être le mobilier, les jouets, les vélos, l'informatique, etc. Et sur cette liste, il y a des objectifs qui sont fixés je vais y arriver, pour que les acheteurs achètent un certain pourcentage de ces objets issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Donc, par exemple, sur ce sujet-là, on faisait une journée justement en partenariat avec la CRES et l'éco-organisme Valdélia la semaine dernière à Rennes sur le réemploi de mobilier, où on a pu échanger pour essayer de structurer la filière et améliorer l'interconnaissance entre acheteurs publics et structures de l'ESS, notamment offreuses de solutions dans le domaine du réemploi. Donc ensuite, on a la loi climat et résilience. Je vois que j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais essayer de me dépêcher, qui avait pour but d'introduire les objectifs de développement durable dans les principes de l'achat public et d'obliger l'acheteur à justifier de leur prise en compte. Donc maintenant, il y a des obligations de prise en compte du développement durable dans les spécifications techniques, dans les critères d'attribution, dans les conditions d'exécution des marchés. Et donc, cette loi devait aussi mettre à disposition des acheteurs des outils opérationnels de la définition et de l'analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d'achat. Alors aujourd'hui, on ne sait pas trop encore où ça en est, mais ça évolue. C'est aussi cette loi qui a donné l'obligation de mettre en ligne les spazeurs et l'obligation d'utiliser des matériaux biosourcés ou bas carbone dans au moins 25% des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Et donc, c'est aussi une loi qui marque la fin du critère prix unique et qui autorise l'utilisation du critère coût global dans ces marchés. Donc, c'est aussi un outil intéressant. Et donc, pour clôturer cette partie réglementaire, je voulais rappeler un petit peu les objectifs des différents plans nationaux d'action pour des achats publics durables. Donc, celui de 2015-2020 avait donné pour objectif qu'en 2020, 25% des marchés passés au cours de l'année comprennent au moins une disposition sociale et 30% comprennent au moins une disposition environnementale. En 2021, le constat qui a été fait, c'est qu'il n'y avait que 13% des marchés qui comportaient une considération sociale et 19% des marchés qui comportaient une considération environnementale. Donc, les objectifs fixés n'avaient pas été atteints. Et si on passe la diapo et qu'on regarde les objectifs fixés dans le nouveau plan national pour les achats durables, donc de 2021-2025, qui est en cours en ce moment, on voit des objectifs de 100% des marchés passés au cours de l'année qui comprennent au moins une disposition environnementale et 30% des marchés au cours de l'année qui comprennent au moins une disposition sociale. Donc, on voit aujourd'hui qu'on est encore loin de ces chiffres, mais c'est vraiment des objectifs qui sont incitatifs de la part de l'État. Il n'y a pas encore aujourd'hui d'objectif de sanction, mais voilà, c'est des chiffres qui sont énormes, des marches énormes et qui ont vraiment pour objectif d'inciter les collectivités à de plus en plus prendre en compte ces aspects. Et voilà aussi, il y a un dernier outil important, on va dire, depuis 2020, c'est la possibilité d'intégrer des clauses relatives au développement durable dans les cahiers des clauses administratives générales. Et donc, c'est des clauses comme les clauses sociales vont pouvoir être intégrées dans vos marchés. Et voilà, qui vont devoir aussi dont le suivi va devoir être fait et être remonté auprès de l'OECP à partir de 2024, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et j'espère ne pas trop avoir débordé sur le temps. Moi, j'ai juste, si je peux me permettre, une toute petite ajout, je peux, Léa? Oui, alors ça peut paraître un peu, là, beaucoup d'informations. C'est vrai que la réglementation a beaucoup évolué, il y a beaucoup de choses. Alors déjà, en parlant de la loi AGEC, n'oubliez pas que vous avez un recensement à faire de vos achats AGEC avant le 30 juin, là, ça approche. Et puis c'est vrai mais il existe des leviers, et Corinne va en parler juste après. Il y a des outils, il y a des leviers. Nous, on peut que vous conseiller de ne pas partir tout azimut et vous dire, je vais verdir demain tous mes marchés.
mais peut-être en choisir en fonction de les stratégies politiques de la collectivité, des problématiques territoriales, de choisir quelques marchés et puis d'y aller pas à pas. C'est vrai que comme ça peut faire peur. Eh bien, merci Solène et Laurence pour cette présentation. Et puis, du coup, Laurence a fait une bonne aussi introduction pour laisser la parole à Corinne, qui va, du coup, Corinne Jola d'Atout Close, mais elle se présentera par la suite, qui nous présentera ses leviers. Donc, Corinne, je te laisse la parole, je te laisse te présenter. Et puis voilà. Merci Léa. Oui, du coup, Corinne Gelin, je suis chargée de mission économie circulaire au sein d'Atout Close. Donc, Atout Close, c'est le pôle d'expertise des clauses sociales et des clauses environnementales sur le bassin de Rennes et sur toute l'île-et-Vilaine. On travaille sur le département 35, sur notre mission. Donc, je travaille sur les clauses sociales et sur les clauses environnementales. Voilà. On travaille à quoi? Nous, notre mission, c'est bien de mobiliser les achats responsables pour l'inclusion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Vous allez voir ensuite que je fais des liens aux clauses environnementales. Donc, on facilite et on sécurise. Là, tout à l'heure, Solène et Laurence vous présentaient Reseco par rapport à l'information et la sensibilisation qu'ils peuvent faire aussi sur les achats durables et responsables. Nous, on va jusqu'à l'accompagnement. On est considéré comme une assistance à maîtrise d'ouvrage autour des clauses sociales et des clauses environnementales. Donc, effectivement, on va sécuriser l'insertion des clauses sociales et des clauses environnementales, la rédaction de marchés réservés, par exemple, sur des marchés publics, et on travaille aussi sur des marchés privés aujourd'hui, avec des promoteurs immobiliers. Donc voilà, on travaille l'utilité sociale et environnementale des marchés. On impulse aussi des dynamiques territoriales. Notre idée, notre volonté, c'est de travailler vraiment à l'échelle des territoires. Par exemple, avec les EPCI qu'on accompagne, on mobilise les acteurs des territoires et on travaille vraiment sur cette échelle-là. Ça, c'est important pour nous et c'est aussi notre ADN et notre fonctionnement. Il est vraiment basé là-dessus. Et on cultive l'innovation sociale. Là, tout à l'heure, on parlait des objectifs dans le cadre du PNAD, par exemple. On parle régulièrement autour des clauses sociales d'heures de travail. Et nous, pour exemple, sur l'innovation, on a travaillé avec certains maîtres d'ouvrage à la sensibilisation, à la découverte de nouveaux métiers et de métiers en émergence. Donc, autour de différents marchés, que c'est le marché de travaux le plus souvent, mais aussi sur d'autres marchés comme du nettoyage, voilà, en créant des opportunités d'échange entre les entreprises qui recrutent et les personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc, ça se porte sur différents niveaux, sur une échelle de clause sociale, voilà, mais aussi sur des métiers liés à l'environnement. Notre action, du coup, elle se passe autour de 3 grandes thématiques, qui sont l'accompagnement. Voilà, comme je le disais, on accompagne les maîtres d'ouvrage et aussi les entreprises dans leur mise en œuvre. On est vraiment à tous les niveaux du marché. Donc, au départ, on accompagne les maîtres d'ouvrage à la rédaction, à la sécurisation vraiment spécifique autour des clauses sociales et environnementales. Et on va accompagner les entreprises à créer des liens sur les territoires avec les structures de l'économie sociale et solidaire, avec les structures de l'insertion par l'activité économique, voilà, pour mettre en œuvre et pour aller jusqu'à l'opérationnel autour de ces clauses sociales et environnementales. On va former effectivement les maîtres d'ouvrage, les chargés d'opération, par exemple, avec lesquels on peut travailler. Voilà, on va les former et les sensibiliser à intégrer aussi ce mode de fonctionnement autour des clauses sociales et environnementales. L'idée, c'est pas de faire seul. Effectivement, seul, nous, on nous appelle les facilitateurs. Voilà, les facilitateurs, seuls, on n'est rien. On travaille vraiment avec un écosystème de la commande publique. Et le point de départ, c'est bien le maître d'ouvrage public. Et à l'innovation, comme je disais tout à l'heure, on travaille sur des dispositifs et des programmes. Notre objectif, c'est bien de travailler sur la programmation des maîtres d'ouvrage pour vraiment travailler un large spectre autour des clauses sociales et environnementales et créer des liens, des passerelles entre les marchés et puis l'opportunité pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi de travailler sur la durée aussi.
Si on avance un petit peu, on travaille sur toutes les Yvelines, ça je vous l'ai dit effectivement. On travaille sur 3 grandes thématiques aujourd'hui au sein d'AtouClose, sur les modalités de mise en œuvre. Les leviers, nous, qu'on utilise dans la commande publique sont le réemploi, la gestion de déchets et l'éco-conception aussi des marchés. Le réemploi autour de, vraiment, ça, c'est très large. Aujourd'hui, on peut parler de réemploi. Là, tout à l'heure, Laurence, tu parlais du réemploi de mobilier de bureau. Donc, on travaille aussi sur cette thématique avec les maîtres d'ouvrage. Voilà, c'est les matériaux de la construction également, le matériel informatique qui est vraiment aussi beaucoup impacté par ces nouvelles réglementations. Sur la gestion de déchets, on va sur des marchés de travaux, mais pas que. C'est vrai qu'on en parle un peu plus sur le travaux parce que c'est vraiment le domaine, le champ de la construction, c'est vraiment un champ qui génère beaucoup de déchets et qui a un fort impact sur l'environnement. Donc, c'est effectivement notre première porte d'entrée. Mais on travaille aussi sur les marchés de services et les marchés de fourniture. Fourniture administrative, par exemple, la gestion de déchets administratifs. Là, c'est très important. On y travaille en ce moment avec plusieurs maîtres d'ouvrage. Sur les marchés de services aussi, notamment les marchés de nettoyage, voilà, où on va s'appuyer sur les labels existants. Et l'intégration de l'éco-conception, ça aussi, c'est important. On parle d'éco-matériaux, mais pas que. Voilà, c'est aussi avoir une réflexion plus globale sur son marché et comment on peut appréhender ces conditions. Donc, on a 3 étapes d'expertise. Tout d'abord, on a le diagnostic environnemental qu'on travaille sur les marchés et sur la programmation d'achat. On travaille beaucoup sur le sourcing en s'appuyant sur les acteurs des territoires. On en parlait tout à l'heure avec la présentation de Reseco. C'est vrai que nous, le sourcing, c'est une phase très, très importante qu'on souhaite vraiment apporter et voilà, on souhaite vraiment avoir cet appui avec le maître d'ouvrage public parce qu'on apporte cette connaissance des structures de l'insertion et des structures ESS, donc de l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est vraiment créer ce maillage-là qui est important pour nous. On s'appuie beaucoup sur les outils qui sont à notre disposition, comme les cartographies qui sont mises en place par la CRES avec ses partenaires. Reseco, effectivement, nous, on a des vases communicants entre nous et nos actions. Voilà, ça c'est important pour nous. Plus un sourcing et plus le programme il est anticipé, et plus on a des chances de réussite et des chances de travailler sur des marchés voilà, qui vont être concluants. On parle beaucoup, voilà, on est vigilant sur l'infructuosité des marchés, sur les capacités aussi des entreprises à mettre en œuvre des clauses sociales et des clauses environnementales. Tout ça, voilà, c'est un écosystème. On ne travaille pas que sur un maillon, le maillon de maître d'ouvrage. On va travailler aussi avec des structures de l'insertion, des structures ESS, les entreprises aussi à un moment donné qui vont pouvoir créer des passerelles et des liens avec ces structures-là. Donc nous, c'est vraiment important. Et ce diagnostic-là, on parle aussi, nous, de diagnostic territorial, il est très important dans notre méthodologie de travail. Ensuite, on va accompagner à la mise en œuvre des opérations autour de différentes thématiques, comme je vous disais tout à l'heure. On va travailler à la critérisation. Voilà, l'idée, c'est pas seulement de travailler sur les clauses sociales et les clauses environnementales, voilà, les grands engagements, c'est donner aussi des critères d'exécution qui vont pouvoir être contrôlés. Attention, on arrive aussi avec un panel d'outils qu'on souhaite, nous, réalisables, mesurables et contrôlables. Voilà, il n'est pas... Aujourd'hui, on a essuyé un petit peu les plâtres autour de critères qui sont pas contrôlables. Donc, nous, vraiment, on souhaite travailler ça aussi avec le maître d'ouvrage. Ça, c'est important. Et ces critères, ils vont nous suivre tout au long du marché. Ils sont travaillés vraiment en amont. Ils sont travaillés, du coup, on accompagne aussi les entreprises dans leur mise en œuvre. Et puis, ils sont travaillés jusqu'à la phase finale de notre 3e étape, jusqu'au bilan, parce que nous, on va se servir des résultats de ces critères, des résultats de mise en œuvre et d'exécution de ces critères pour travailler sur l'impact environnemental et social de l'action. Un autre aspect, peut-être sur les clauses environnementales que nous, on travaille, on les lie systématiquement aux clauses sociales. En tout cas, on généralise ce travail-là parce que voilà, il y a des métiers en émergence. On se rend compte sur les clauses environnementales, et ces métiers en émergence, ils peuvent être aujourd'hui occupés par des personnes en insertion ou qui travaillent aujourd'hui sur
sur leur projet social et professionnel. Donc ça, c'est important aussi pour nous et c'est tout ce qui fait le sens d'Atout Close, en tout cas dans nos missions, c'est vraiment de créer les deux, vraiment créer ces passerelles aussi entre les clauses sociales et environnementales. Donc quand on accompagne les maîtres d'ouvrage, donc on parlait des critères, effectivement, il y a un impact des clauses environnementales pour les bénéficiaires, pour les métiers émergents, le développement de nouvelles compétences avec les entreprises. On travaille beaucoup aussi sur leurs engagements RSE, hein, la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. Là, elle est vraiment importante aussi. L'idée, c'est bien de réduire l'impact environnemental, mais aussi de gagner en attractivité. Voilà, aujourd'hui. Et avec le maître d'ouvrage, on peut travailler, là je vous disais qu'on travaillait sur les critères de développement durable. On développe le recours à un sourcing adapté et engagé. On favorise l'allotissement. Voilà. L'idée, c'est de voir à un moment donné, plus on allotit, tu prenais l'exemple, Laurence, plutôt tout à l'heure, des matériaux, en tout cas du réemploi autour des mobiliers de bureau. On a fait un sourcing auprès des acteurs qui nous disent, attention, il faut vraiment allotir au plus finement ces marchés-là pour que nous, acteurs, on puisse répondre aussi en cohérence avec ces marchés. Donc, par exemple, on fait des lots chaises de bureau techniques vraiment spécifiques et pas uniquement un gros lot mobilier de bureau. Voilà, qui va disposer dans ce lot-là très généraliste de sous-lots, de sous-thématiques plutôt. Alors, vraiment aller plus loin dans l'allotissement, et ça, c'est important. Et c'est possible quand on connaît vraiment bien les acteurs qui vont pouvoir répondre à un moment donné à ces lots-là aussi. L'idée, c'est pas de faire des lots pour des clauses environnementales, c'est vraiment être en cohérence avec tout cet écosystème. Donc, la politique d'achat responsable et durable, là, elle est vraiment importante et intégrée aussi dans une logique plus globale. Et on répond, bien sûr, aux engagements environnementaux et également sociaux des maîtres d'ouvrage. Ça, c'était des exemples. On est vraiment là pour favoriser l'équilibre des relations acheteurs-fournisseurs. Voilà, on est une équipe qui se mobilise sur ces achats-là. Moi, je suis vraiment spécifiquement sur les clauses environnementales et les clauses sociales, bien sûr, mais on a différents acteurs aussi qui travaillent, pas d'acteurs, différents collègues, je vais les appeler quand même. Là, c'est pas des acteurs, différents collègues qui travaillent sur différentes thématiques. On a les facilitateurs des clauses sociales que certains territoires, vous devez en connaître certains, sont peut-être même déjà intégrés dans vos collectivités. On travaille sur la mission insertion et emploi. Donc voilà, ça c'est Fanny Grimaud, vraiment la chargée de mission qui est en lien direct avec les entreprises et les prescripteurs emploi insertion des territoires. Voilà, on travaille sur toute l'île-et-Vilaine. J'ai vu une question passer tout à l'heure. On travaille, nous, pas forcément sur les Pays de la Loire. On peut créer des liens avec les facilitateurs des Pays de la Loire puisqu'on les connaît bien et on travaille avec eux sur l'harmonisation des pratiques. On travaille sur l'île-et-Vilaine avec les EPCI, voilà, les collectivités, les mairies, la région, le département également, et les bailleurs sociaux. Et de plus en plus avec les promoteurs immobiliers, par exemple, pour le privé. Voilà, qui n'est pas forcément lié au code de la commande publique, mais qui a une sensibilité et des engagements qu'ils souhaitent aussi intégrer dans leur marché. Voilà, je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre un petit peu plus dans les questions. Je regarde déjà les questions. Vous voulez avoir ce... Voilà, existe-t-il une structure comme Atout Close dans le Morbihan? Pas forcément, non. Par contre, dans le Morbihan, vous avez un facilitateur des clauses sociales. Peut-être qu'on pourra faire passer la cartographie des facilitateurs via Léa et le compte-rendu qui vous donne tous les contacts, les coordonnées des facilitateurs au niveau région Bretagne. Voilà. Il y a cette cartographie qui existe aussi dans les Pays de la Loire. Et puis, on a une tête de réseau qui s'appelle Alliance Ville Emploi, qui est un annuaire des facilitateurs des clauses sociales à l'échelle nationale et qui travaille aussi sur l'émergence des métiers liés à la transition énergétique, par exemple. Donc, voilà, ça peut être un lien aussi à un moment donné pour vos marchés. Par contre, voilà, sur l'accompagnement, il n'y a pas forcément des choses similaires aux nôtres.
La phase sourcing est très importante, mais oui, je vois Laurence, ouais, c'est Laurence, toi qui, si tu souhaites intervenir, effectivement, on en reparlait encore la semaine dernière, c'est la phase sourcing, c'est la phase importante, ne serait-ce que la phase primordiale avant la rédaction des marchés. Voilà, on accompagne aussi des collectivités dans leur phase de sourcing. Là, on a accompagné une collectivité, par exemple, sur des sourcings très localisés autour du déchet des encombrants, donc très géographique sur des quartiers prioritaires de la ville de Rennes. Et du coup, là, on a mobilisé les partenaires sociaux d'insertion, les associations vraiment locales sur ce marché-là, pour que aussi le maître d'ouvrage ait une idée des possibles et des acteurs qui sont en puissance sur son territoire. Et puis, à un moment donné, c'est pas forcément le lier au marché, mais en tout cas, d'avoir cette connaissance fine des acteurs aussi, ça, c'est important. Voilà, sur les Pays de la Loire. Voilà, la phase de questions. Je ne sais pas si vous voulez, si vous en avez d'autres en direct. N'hésitez pas si vous avez des questions, notamment à lever la main. De toute façon, on aura, une phase un peu plus, enfin une séquence un peu plus importante de questions-réponses parce que le temps, file. Mais on a quelques minutes, donc si jamais, vous pouvez lever la main. Moi, Oui, si je peux me permettre, juste oui. pour aller dans le sens de Corinne, puisqu'on était ensemble à la journée réemploi des mobiliers la semaine dernière, et c'est d'autant plus vrai cette phase de définition de besoins, de sourcing dans ces achats durables et circulaires, parce qu'avant, et de réemploi, parce qu'avant, on achetait, on avait souvent un catalogue, bon, voilà, on choisissait au catalogue. Là, c'est des choses qui sont, des fois, des filières qui sont en construction. Voilà, il y a des spécificités sur le réemploi de mobilier, on l'a vu, mais dans d'autres. Et donc, c'est vrai que d'aller voir ce qui se fait sur les territoires, avoir des journées d'interconnaissance comme on a eu la semaine dernière à Rennes, etc., c'est une sorte de sourcing, hein. Ça va aider à comprendre, à mieux comprendre son besoin et à pouvoir rédiger ensuite son cahier des charges. Donc oui, nous, on répète sans arrêt au sein de Réseco, définition de besoin sourcing, c'est vraiment majeur. Dans le respect du code de la commande publique. Bien sûr, c'est dans le code, de toute façon, c'est sûr. Oui. Et parfois, les acheteurs ont pu avoir peur parce que, ah bah oui, mais on va favoriser. Non, non, il faut le faire c'est assez cadré, en fait, évidemment. Alors pas de souci, je réponds à une question, donc merci pour votre participation en tout cas, et oui, le replay sera disponible et sera envoyé, du coup, par mail. Voilà. Merci bien. Merci Corinne, donc ça a bien pu, voilà, je l'espère en tout cas pour nos participants, voilà, ils ont pu, appréhender, quels étaient les leviers qui pouvaient être, mis en œuvre, dans leurs achats. Tu as fait d'ailleurs le lien avec, voilà, l'un des leviers, c'est, par exemple, le réemploi, des matériaux du bâtiment. Donc ça fait le lien avec Mathilde. Donc Mathilde, je te laisse la parole, et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions à le mettre dans le chat, on a prévu une séquence de questions-réponses. Voilà, donc je te laisse la parole, Mathilde. Merci Léa. Donc bonjour à toutes et tous. Donc Mathilde Horry, moi je travaille à la CRES Bretagne, donc avec Léa. Donc je ne vais pas représenter la CRES. Je suis donc chargée de mission innovation filière et je travaille notamment voilà, sur certaines filières à enjeu en économie circulaire. Et donc sur la filière réemploi des matériaux du bâtiment. Donc on a parlé effectivement des enjeux de sourcing, des enjeux d'interconnaissance. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir faire un petit zoom effectivement sur cette filière du réemploi des matériaux du bâtiment qui est assez spécifique pour vous montrer, voilà, vous donner à voir concrètement comment une filière s'organise, quels sont ses enjeux et quels sont les leviers qu'elle peut représenter pour la commande publique durable. Donc pour introduire le sujet, l'idée c'était quand même de vous repartager un petit peu, enfin de vous expliquer de quoi on parle quand on parle de réemploi des matériaux du bâtiment et de vous représenter un petit peu le contexte et les enjeux de cette filière. Donc le réemploi des matériaux du bâtiment, on est bien sur une logique de boucle appliquée au bâtiment quand on parle d'économie circulaire sur le bâtiment. Donc là, si on prend le petit schéma qui vous est présenté, donc
Si on part de l'extérieur, on est plutôt sur ce qui se passe aujourd'hui majoritairement dans le domaine du bâtiment, à savoir que voilà, un matériau, donc il y a toute une phase d'extraction des ressources, de transformation, de transport, de construction, la vie du bâtiment, et puis à l'issue de tout ça, la plupart du temps, il est démoli et les déchets sont mis en déchetterie, enfouis. Donc voilà, on n'est pas sur une boucle circulaire. En revanche, voilà, quand on prend les boucles du milieu et la boucle intérieure, on est plutôt sur ce qui se développe et c'est ce qui permet justement d'aller vers une économie plus circulaire. Donc, la boucle du milieu, c'est la boucle du recyclage. Et la boucle la plus en interne, c'est la boucle du réemploi. Donc, dans celle du recyclage, effectivement, on va aller vers de la valorisation des ressources, mais il y a encore de la consommation d'énergie et de ressources. Il y a un process industriel pour le recyclage qu'on n'aura pas effectivement dans la boucle la plus vertueuse, on va dire, celle du réemploi qui est située en bleu, où effectivement, on va vraiment repartir vers un nouveau cycle avec des étapes des étapes en plus, notamment celle de faire un diagnostic pour identifier les ressources existantes et ensuite de pouvoir faire une dépose soignée de ces matériaux, qu'ils puissent être réemployés dans un même usage au sein d'un nouveau bâtiment. Donc voilà de quoi on parle quand on parle de réemploi de matériaux du bâtiment. Donc ça s'inscrit dans ce qu'on va appeler l'échelle la hiérarchie des modes de traitement. Donc peut-être pour refaire un petit point sur le vocabulaire. Donc on parle souvent de réemploi, enfin, on parle souvent de la même chose quand on parle de réemploi et réutilisation. Il y a une petite nuance entre les deux. Donc, un matériau de réemploi, c'est un matériau qui va être réutilisé pour le même usage, donc un usage identique à celui de l'origine, alors qu'un matériau de réutilisation, l'usage va être différent. Donc, voilà pour la petite nuance. Donc, du recyclage, comme je disais tout à l'heure, donc le traitement de la ressource va être différent au sens où effectivement la matière va être détruite, recomposée pour être réutilisée ensuite. Mais du coup, voilà, il y a un traitement industriel et ce qui est important de savoir, c'est que dans la hiérarchie des modes de traitement qui a été définie dans le Code de l'environnement, un matériau qui est réemployé ou réutilisé n'a pas le statut déchet, alors qu'un matériau qui va être recyclé a le statut déchet. Donc, la notion de déchet dans cette filière est assez fondamentale parce que ça ne génère pas les mêmes obligations pour les maîtres d'ouvrage. On va passer à la petite diapo suivante. Donc, pourquoi justement, faire appel aux matériaux de réemploi du bâtiment permet de répondre à des enjeux dans le secteur du bâtiment, tout simplement parce que le secteur de la construction, c'est le premier consommateur de ressources naturelles et le premier producteur de déchets. On évalue à peu près 46 millions de tonnes de déchets générés par le secteur de bâtiment. Donc, en termes d'impact, il y a un vrai levier à ce niveau-là. Et par ailleurs, la conjoncture fait que faire appel à ces matériaux est intéressant aussi face à la pénurie et la hausse des coûts des matières premières et les difficultés d'approvisionnement qu'on a vues ces dernières années. Donc voilà, il y a un potentiel énorme qui est aujourd'hui assez peu exploité. On est à moins de 1% du gisement existant qui fait l'objet de réemploi. Et l'enjeu, c'est de pouvoir aller vers de plus en plus de massification, d'augmenter ce volume pour bien sûr répondre à une utilisation plus intelligente de la matière qui existe et pour préserver les ressources locales. Voilà, comme ça a été introduit par Reseco en introduction, parmi les enjeux environnementaux, il y a celui de pouvoir réduire la consommation des matières premières et préserver les ressources. Donc, faire usage des matériaux du bâtiment permet cela. Des enjeux pour vos territoires, ça présente plusieurs intérêts effectivement pour les territoires que vous représentez. Ça permet, comme on disait, de limiter le volume de déchets et donc détourner les déchets des bêtes en allant vers du réemploi plutôt que du recyclage.
on peut aussi limiter ces volumes-là. Ça permet une certaine maîtrise, ça permet de limiter les coûts de traitement des déchets pour une collectivité. Et comme ça a été dit aussi, ça a un impact intéressant en termes de création d'emplois et de développement d'activités sur un territoire. Il y a un vrai enjeu avec le développement de la filière à créer des emplois locaux, à générer une économie locale qui n'est pas délocalisable et avec du coup de nouveaux métiers qui se développent, de nouvelles compétences qui se développent aussi et donc tout un schéma de formation et de nouveaux métiers qui apparaissent et qui sont des emplois aussi potentiels pour les territoires. Et par ailleurs, c'est aussi un moyen, donc ça a été dit auparavant, mais d'adapter ces pratiques aussi pour répondre aux évolutions réglementaires. Donc c'est l'objet de la slide suivante. Je vais y passer vite parce que ça a été présenté en détail par Reseco en introduction, mais pour faire le lien justement avec les différentes réglementations qui existent pour la question des matériaux du bâtiment. Donc, ça s'inscrit dans différentes lois. On a vu la loi AGEC, qui a notamment, dans le secteur de la construction, mis en place un diagnostic PEEMD, donc produits, équipements, matériaux, déchets, obligatoire pour les opérations, à partir d'une certaine surface de construction, des constructions. Ce diagnostic, il permet notamment, il impose notamment d'identifier l'ensemble des ressources existantes en amont de déconstruction pour pouvoir justement mettre en place des opérations de dépôt soigné, dépôt sélective et donc récupérer ces matériaux qui pourraient être réemployés sur d'autres opérations. Et cette loi a également lancé la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteur, donc une filière REP pour le secteur du BTP. Donc, c'est une filière qui s'est mise en place, qui se met en place, on va dire, depuis le 1er janvier 2023. Donc, elle était annoncée le 1er janvier 2022, il y a eu du retard de prix. Mais ça aujourd'hui suppose, ça impacte les différents acteurs de la filière. Donc, c'est ce qu'on voit dans le 3e petit bloc de la slide. Puisque depuis sa mise en place en début d'année, pour les metteurs en marché, il y a une obligation d'adhérer à un éco-organisme. Donc, il y a une écotaxe qui se met en place sur les matériaux, donc des écotaxes, éco-contributions. Pour les détenteurs de déchets, ça va supposer la mise en place d'un maillage autour de points de collecte et de points de reprise. Et pour les collectivités, il y aura la mise en place aussi de contrats avec ces éco-organismes. Donc, il y a des choses aussi via cette filière REP qui se mettent en place et qui vont permettre aussi le développement du réemploi des matériaux du bâtiment. Et donc, la RE 2020, qui était entre les deux et qui vous a déjà été présentée, mais qui représente aussi un levier pour développer le réemploi des matériaux. Donc là, c'était le contexte réglementaire national. Et ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est qu'en Bretagne, on dispose d'un contexte régional assez encourageant avec notamment deux plans, deux stratégies qui ont été mises en place par la région. Le plan régional de prévention de gestion des déchets, qui justement reprend cette hiérarchie des modes de traitement et qui souhaite généraliser la déconstruction sélective, donc vraiment être au plus haut de l'échelle de la hiérarchie des modes de traitement, avec un enjeu vraiment d'augmenter cette part dans la filière BTP et en complément de pouvoir déployer le tri et la collecte sur chantier. Et par ailleurs, la feuille de route économie circulaire régionale qui permet aussi de mettre en place des actions de sensibilisation, de formation sur ces enjeux d'économie circulaire appliqués au métier du bâtiment. Un objectif important pour la région, celui de zéro déchet en 2040, dans lequel les enjeux de réduction des déchets dans le bâtiment s'inscrivent amplement, notamment vu les volumes que ça impacte. Donc, on parlait effectivement de sourcing, des enjeux de sourcing, d'interconnaissance
en fin de présentation précédente. Donc, l'objectif, l'idée, c'était de vous présenter justement la dynamique qui existe en Bretagne avec les acteurs ESS autour de cette filière réemploi des matériaux du bâtiment, qui est une filière vraiment en structuration, en construction. Les acteurs de l'ESS, ils interviennent sur ces enjeux-là depuis un certain nombre d'années. Donc, ils ont eu l'occasion d'expérimenter, d'innover. Donc, ils sont assez en avance en termes de pratique. Et aujourd'hui, ce sont des acteurs ressources qui vont pouvoir justement nourrir la mise en place, notamment de cette filière à responsabilité élargie du producteur sur les territoires et s'inscrire dans ces nouvelles dynamiques en complémentarité, en partenariat, pour créer une dynamique interacteur sur la filière. Donc en Bretagne, aujourd'hui, il y a une quinzaine, même bientôt une vingtaine d'acteurs qui ont développé une activité de réemploi de matériaux du bâtiment. Cette cartographie, donc c'est vraiment une cartographie à date. Elle est assez mouvante parce qu'il y a beaucoup de projets qui se développent aujourd'hui sur le territoire. On le voit d'ailleurs sur la cartographie, les petits cercles qui sont un peu plus en transparence, c'est plutôt des structures qui sont en train de développer cette activité, alors que les autres petits cercles, l'activité est déjà existante. Mais voilà, il y a une bonne couverture, un bon maillage territorial de ces acteurs, et on le verra ensuite. L'enjeu et l'intérêt pour nous, la CRES, c'est de pouvoir les accompagner dans des coopérations pour justement consolider la filière et être en mesure de répondre à des marchés et à la demande croissante de développer le réemploi de matériaux du bâtiment. Donc, ces acteurs, ils ont développé des compétences et des champs d'activité différents et complémentaires. Ils se positionnent sur des compétences très opérationnelles. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui vont proposer du coup des services de ce qu'on appelle dépose sélective ou parfois dépose soignée. Il s'agit avant l'opération de déconstruction, de pouvoir aller sur chantier et d'identifier, de récupérer les matériaux de manière propre pour pouvoir les réemployer à l'identique. Ils proposent des services de tri, de prévention, des services de collecte, des services de valorisation, de stockage, de vente. Donc voilà, les compétences vraiment très opérationnelles. D'autres acteurs vont proposer des services plutôt d'ingénierie et d'AMO, donc appui à la maîtrise d'ouvrage. Ils réalisent justement ce qu'on appelle les diagnostics PEMD qui sont obligatoires aujourd'hui. Également des diagnostics ressources qui ne sont pas obligatoires, mais qui permettent d'aller un peu plus loin justement dans la démarche et d'affiner un peu plus le potentiel de matériaux réemployables sur site. Et des acteurs également qui développent des activités de formation et d'accompagnement, puisqu'on le disait, ce sont aussi de nouvelles compétences, de nouveaux métiers qui se développent sur ce champ-là. Et donc, il y a un enjeu aussi de pouvoir accompagner cette montée en compétences, montée en puissance de la filière. Très rapidement, mais pour vous donner à voir un petit peu concrètement comment ça peut se passer dans le cadre d'un marché, des exemples un petit peu inspirants de coopération, d'actions qui ont été faites en Bretagne. Donc là, assez récemment, en 2023, il y a eu un chantier sur un stade à Pennevillers dans le Finistère, où deux acteurs sont intervenus, donc Dafarnam, qui est un collectif à travers un de ses membres qui s'appelle le Cyclope, et le Repère, qui est une association basée à Morlaix, donc qui sont intervenus auprès de Quimper Bretagne Occidentale, donc IBO, pour réaliser la dépose sur ce chantier. On a par exemple, donc, dans un département voisin, l'Écrouvis, qui est à la fois recyclerie de matériaux, mais qui a aussi toute une offre de services complémentaires, qui a réalisé le diagnostic ressources, donc comme je le disais, un peu plus approfondi sur une école dans la commune de Saint-Nicolas-de-Redon. D'autres exemples, à Nantes, un projet assez d'ampleur et intéressant, parce qu'il prend en compte à la fois la dimension dépose, mais aussi comment intégrer des matériaux de réemploi dans des nouveaux projets de construction.
Donc là, la maîtrise d'ouvrage, c'était le département de Loire-Atlantique et un acteur qui s'appelle Labelair qui est intervenu sur ce chantier, qui aujourd'hui s'est associé à un acteur breton et qui interviennent au nom de Murmure Réemploi. Et sur Brest Métropole, donc le Disrupt Campus, où plusieurs acteurs du réemploi des matériaux ont été mobilisés, notamment le Repère ou Tribord. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que parmi ces acteurs, certains sont des structures de l'insertion par activité économique. Et donc, ils pourront du coup se positionner et répondre à des marchés sur lesquels il y a à la fois des clauses sociales et des clauses environnementales. C'est le cas notamment de Tribord, qui est une entreprise d'insertion et qui propose notamment des services de tri et d'accompagnement au tri, de formation au tri. Et donc, pour vous donner une idée de comment, du coup, un réseau d'acteurs se structure, coopère pour accompagner la structuration de cette filière et pouvoir être en mesure, justement, de répondre à la demande croissante de la maîtrise d'ouvrage, et notamment de la maîtrise d'ouvrage publique. Donc, c'est un réseau régional qui est aujourd'hui animé par la CRES Bretagne, qui se rencontrent régulièrement avec notamment l'intérêt de pouvoir échanger sur les freins, les leviers qui ont été identifiés, mais aussi de pouvoir mener des travaux en commun et s'outiller. Donc, il y a des coopérations très opérationnelles qui vont se mettre en place sur des chantiers et donc qui vont permettre de pouvoir répondre à des marchés où les compétences sont complémentaires. Il y a des temps de montée en compétences et des liens avec les autres acteurs de la filière qui sont favorisés. Et ce réseau a identifié notamment 3 leviers pour que puisse se développer le réemploi des matériaux du bâtiment dans le secteur de la construction. L'enjeu de développer les coopérations entre acteurs, celui d'accompagner les structures de l'insertion qui souhaitent développer des activités sur cette filière, et enfin, celui qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui, le fait d'outiller les collectivités pour qu'elles puissent développer le réemploi des matériaux dans la commande publique. Donc, pour cela, il y a des outils qui ont été développés et la CRES notamment a travaillé en partenariat avec Reseco. Donc, je ne représente pas les 2 structures qui ont déjà été présentées. L'enjeu, en tout cas, de s'associer sur cette filière assez spécifique, c'était de pouvoir mobiliser justement nos réseaux respectifs, donc le réseau de Reseco via le réseau d'acheteurs publics et le réseau de la CRES via son lien avec les acteurs de la filière, et de faciliter justement cette interconnaissance, ce sourcing, et de pouvoir faire évoluer les pratiques et d'avoir une meilleure compréhension des enjeux des acteurs pour que puissent se développer des marchés qui répondent à ces besoins, mais des marchés aussi qui soient en cohérence avec ce que peuvent proposer aujourd'hui les acteurs du réemploi des matériaux du bâtiment. Pour ça, on a organisé, on parlait de temps d'interconnaissance, on a organisé une journée technique justement vraiment sur ce sujet du réemploi des matériaux du bâtiment et de la commande publique. L'enjeu, c'était de pouvoir créer cette rencontre entre acheteurs publics et acteurs ESS du réemploi des matériaux. Cette rencontre, elle a eu lieu dans un bâtiment, dans une CAE qui s'appelle Élan Bâtisseur, qui se trouve être un bâtiment où il y a eu du réemploi de matériaux. Donc, c'était intéressant aussi de donner à voir concrètement comment des matériaux de construction pouvaient être employés. Et l'objectif final, c'était vraiment d'outiller pour faciliter le passage à l'action, c'est-à-dire pour aider les collectivités à se mettre en lien avec les acteurs, à bien comprendre leur façon de travailler et à connaître aussi la méthode, les outils existants pour mettre en place des marchés spécifiques sur ces enjeux-là. Et donc, pour cela, avec Reseco, on a travaillé à une boîte à outils vraiment destinée aux acheteurs publics qui est vraiment... Voilà, il y a déjà beaucoup d'outils, beaucoup de ressources existantes. L'idée, c'était de pouvoir faciliter la lecture, pouvoir orienter selon les besoins vers la bonne ressource. Donc, c'était vraiment un outil d'aide à la réflexion pour concevoir ces projets en tenant compte de la dimension réemploi des matériaux. Donc, ça cible les maîtres d'ouvrage, notamment publics, mais ça peut tout à fait outiller aussi la maîtrise d'ouvrage privée. Et ça permettrait justement de faciliter la prise en main des ressources existantes sur le sujet.
Donc, très rapidement, les slides suivantes nous permettent je vous présente rapidement comment il est conçu pour que, voilà, éventuellement, vous puissiez vous y référer. Donc, Léa, je veux bien les slides. Donc, voilà, c'est en plusieurs catégories. Comprendre, s'outiller, s'inspirer, se former, identifier les acteurs. Donc, voilà, selon son besoin, selon l'étape de son projet, on peut s'orienter vers une ressource qui répond à ces questionnements, ces problématiques. On peut aller voir des retours d'expérience pour comprendre comment un autre territoire a mis en place toute une dynamique, une stratégie de réemploi de matériaux sur son territoire. On peut aller dans des clausiers, voir concrètement quelles clauses j'intègre à mon marché public. C'est tout l'enjeu de cette boîte à outils. Avec, sur la slide suivante, je crois, justement un renvoi vers la cartographie des acteurs, les cartographies des acteurs qui existent sur ce sujet. Donc, il y a plusieurs cartographies. Il y a une cartographie que la CRES a élaborée, donc plutôt des acteurs ESS, mais il y a également d'autres outils comme Opalis ou Matériaux Réemploi qui permettent justement de réaliser ce sourcing. Voilà, si vous voulez approfondir le sujet, mieux connaître la filière réemploi des matériaux du bâtiment, d'autres outils et ressources sont à disposition. Il y a notamment un panorama des acteurs qui vous présente un petit peu les compétences, l'état des lieux de la filière et qui donne un petit peu des informations pratiques pour intégrer les réemplois dans les projets bâtiments. Il y a également plusieurs webinaires circulaires qui ont été proposés sur cette filière spécifique, voilà, qui permet aussi à la fois de creuser le sujet et de bénéficier de retours d'expérience et de témoignages inspirants pour vous aider aussi dans le développement de vos projets de territoire. Donc voilà, nous sommes 2 à la CRES à travailler sur cette filière, ma collègue Bettina Gandon et moi-même. Donc, on est à disposition si vous voulez en échanger et approfondir selon vos besoins. Je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à lever la main dans les réactions. N'hésitez pas non plus à écrire directement dans le chat et dans quel cas je lirai votre question. Est-ce que la première question est toujours la plus compliquée? Voilà. En tout cas, merci Mathilde pour Merci. ce petit zoom sur le remploi des matériaux du bâtiment et puis l'intérêt aussi de pouvoir intégrer finalement aussi ce levier-là. Alors, je ne vois pas de questions. Ce que je vous propose de toute manière, c'est qu'on aura un temps, on va essayer en tout cas d'avoir un temps d'une dizaine de minutes vers la fin, d'enchaîner du coup avec un partage d'expérience d'une collectivité donc qui sera du coup représentée par Arnaud Tani. Voilà. Donc du coup, Arnaud Tani nous fera un point un peu sur le projet Le Repère du coup, qui est un pôle entrepreneurial et notamment aussi dans ce projet-là, le volet environnemental a été suffisamment conséquent, plutôt conséquent. Donc je vais lui laisser la parole, donc le laisser se présenter. Et puis présenter aussi brièvement du coup le programme Le Repère. Merci Léa. Bonjour à tous. Donc Arnaud Tani, je suis responsable du pôle économie et emploi pour Brocéliande Communauté. Et plus particulièrement aujourd'hui, je me présente avec la casquette de chef de projet Le Repère Made in Brocéliande, son nom en entier. Et comme le disait Léa, on ne va pas trop s'attarder sur les 2 piliers entrepreneurial et artistique. On va vraiment mettre la focale aujourd'hui sur l'aspect environnemental de ce bâtiment. Pour vous donner juste une idée de ce qu'est ce bâtiment, donc, que vous voyez ici, c'est l'esquisse de l'architecte. C'est un bâtiment de 1300 m² dédié aux entreprises
Et c'est un programme assez complexe qui a été construit autour de 3 piliers. Donc, entrepreneurial plutôt, qui a trait à l'accompagnement des entreprises, artistique, qui crée un lien transversal entre le monde de la culture et le monde artistique et le monde entrepreneurial. Et puis un 3e pilier très important, et comme le disait Léa, c'est là où je pense qu'on sent vraiment toute l'ambition et tout le portage politique qu'il y a eu derrière ce projet, sur le pilier environnemental. Juste aussi pour vous redire, c'est un projet de long cours, vous le verrez sur la diapo suivante, il me semble. On a commencé les premiers diagnostics en 2016, et en fait le repère, l'objet actuel, le programme actuel est bien une réponse politique à des besoins de territoire qui ont été mis à jour par cette large consultation. Et du coup, l'idée a été de construire un pré-programme pour traduire cette volonté politique très forte. Une volonté politique d'accompagner les entreprises, ça c'est sûr, c'est le socle du projet, mais aussi une volonté politique très forte de décloisonner les politiques publiques de l'EPCI, de Brosson Communauté, et ce qui donne à voir aujourd'hui les différents piliers et entre autres l'aspect très innovant dans l'ambition environnementale. Juste aussi vous donner une petite focale, parce que Léa m'avait dit que c'était quand même un point important du projet qu'il fallait que je présente. C'était un projet pour un territoire comme le nôtre, Brosson Communauté, donc je rappelle, 18 000 habitants, 8 communes, on est un tout petit EPCI. Donc l'ambition est très très forte, d'autant plus quand on voit la taille de notre EPCI. Le caractère très innovant, c'était la première fois qu'on mettait en œuvre un bâtiment de cette nature, a nécessité une gouvernance particulière, une gouvernance politique très forte, avec un copil qui réunissait le président et 4 vice-présidents, donc 4 vice-présidents sur 8, hein, donc on avait plus de la moitié du bureau qui était représenté dans le copil, avec toutes les thématiques qui sont importantes au repère, donc entre autres l'environnement, mais il y en a d'autres. Une gouvernance technique assez forte aussi, avec un pilote du projet, donc moi-même, et ensuite des pilotes par thématique. Donc on a un pilote pour l'artistique, un pilote pour l'enseignement supérieur, un pilote pour le technique, c'est le service technique qui pilote le chantier, et puis on faisait intervenir les différents services supports dont on avait besoin au moment où on en avait besoin. Par exemple, les marchés publics ont été très sollicité, et il y a mon collègue qui fait partie du webinaire aujourd'hui, donc Anthony Delahaye, qui ne dira pas le contraire sur son implication dans le projet. Et puis, revenir un peu sur ce que je vous disais précédemment, c'est vrai que le binôme politique-technique, vous le constaterez peut-être, mais a été hyper fort et très, très, et un peu au cœur du pré-programme et de la traduction technique de la volonté politique. On a très largement concerté aussi les politiques de la Comcom, et ça s'est fait par le jeu un peu de portage entre le vice-président à l'économie et à l'emploi et moi-même, donc responsable du pôle. Et puis je finis juste cette présentation très succincte du projet pour vous dire que rien n'aurait été possible non plus sans l'accompagnement d'un programmiste. Donc nous, on a écrit, vous le voyez là sur la diapo, le pré-programme, et en fait, dès début 2018, on se fait accompagner par un programmiste pour en fait traduire cela dans un programme intelligible par des maîtres d'œuvre ensuite. Donc vraiment le programme sur lequel on s'est appuyé pour le marché public qui nous a permis de sélectionner notre maître d'œuvre a été accompagné par un groupement d'entreprises piloté par l'agence Déclic. Et vraiment, c'est eux qui ont traduit en fait notre programme en mètres carrés, qui ont permis aux élus de mettre le curseur environnemental, parce qu'ils avaient une ambition environnementale, mais il fallait le traduire dans les faits de voilà comment est-ce qu'on le met en œuvre dans les faits du bâtiment. Et c'est vraiment eux qui nous ont permis de mettre le curseur sur les différentes choses qu'on va pouvoir voir ensuite. Donc voilà pour la présentation très succincte du projet. Tu veux que j'enchaîne peut-être, Léa? Oui, j'avais oublié d'ouvrir mon micro, de représenter un peu les objectifs, les étapes clés. Donc, là, on n'y reviendra pas parce que ça a été déjà fait. Et puis aussi le coût de l'opération, si ça te convient. Ouais, très bien. Le PowerPoint, je l'avais fait pour une présentation assez ample, et du coup, je voulais laisser en l'état actuel. Vous allez voir, il y a des diapos qui correspondent pas trop à mon propos, mais ça vous permet en fait d'avoir un peu tout le sel du projet si vous voulez y revenir dans le diapo.
Pour les objectifs, on en a plusieurs. On a évidemment un objectif économique qui est prépondérant, c'était de favoriser la création et la croissance des entreprises en local, partant du constat que les entreprises étaient obligées d'aller à Rennes pour se faire accompagner. Donc, l'idée, c'était vraiment de réancrer l'accompagnement sur notre territoire. On avait un objectif d'attractivité économique assez fort en voulant sortir de l'image seule du tourisme et de rentrer aussi dans une image vraiment économique qui est aussi forte sur notre territoire et d'attirer des projets à fort potentiel. Un objectif de transition écologique, c'est-à-dire de sensibiliser les acteurs aux enjeux de la transition et de l'éco-construction, et surtout de favoriser l'émergence d'entreprises capables de se positionner sur ce genre de marché en local. Donc, de montrer aux entreprises locales qu'il peut y avoir des marchés intéressants sur ces thématiques et qu'il faut y aller. Et ça, je le lis directement avec le coût de l'opération, puisque c'est une opération qui a un coût de 2,3 millions d'euros. Donc, c'est un coût substantiel pour une collectivité comme la nôtre. C'est le projet de mandat. Hein. Donc voilà, pour montrer aux entreprises qu'il y a des possibilités en local sur ce genre de marché. Et puis un dernier objectif, plus petit celui-ci, mais sur la mobilité. Comme je vous le disais, l'idée c'est de pouvoir être un peu moins dépendant de la métropole et de pouvoir faire un peu plus sur notre territoire. Bon, c'est vraiment plus petit en filigrane, parce que quand on a plusieurs milliers de personnes qui se déplacent sur la métropole, vous comprenez bien qu'avec ce projet-là, on ne va pas solutionner cette thématique, mais en tout cas, c'est pour apporter une première piste de réflexion là-dessus. Et du coup, donc tu nous as présenté les 3 piliers qui sont entrepreneurial, environnemental et puis artistique. Donc nous, aujourd'hui, on va se focaliser sur le pilier environnemental, pardon. Et du coup, quel a été le processus de réflexion autour de ce volet-là en particulier? Alors, comme je le disais, on est vraiment parti d'un diagnostic qui a mis à jour une certaine appétence des entreprises du territoire sur cette thématique. Et du coup, et partant aussi d'une volonté des élus de décloisonner un peu les politiques publiques. Et on avait en cours des actions en faveur du développement durable qui étaient assez fortes à Broston Communauté. Donc, voilà, on part de ce constat-là et on part d'une volonté politique d'ancrer la différence de ce programme aussi dans son aspect totem et totem aussi dans toutes les thématiques de l'environnement. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose sur notre capacité à traduire cette volonté politique, et c'est là où le programmiste rentre en jeu et va vraiment nous permettre, avec deux réunions structurantes, aux élus de positionner le curseur et de dire, voilà dans le budget qui est le vôtre, dans votre ambition qui est la vôtre, voilà les différentes possibilités. Voilà, spoiler alerte, mais vous allez le voir juste dans ma présentation ensuite, les curseurs ont été mis au maximum sur toutes les thématiques où on a pu le mettre au maximum. La seule thématique sur laquelle on n'a pas pu travailler, c'est sur la thématique de l'eau, mais pour tout le reste, on a vraiment réussi à être assez ambitieux. Peut-être que j'enchaîne directement sur la présentation puisqu'elle est affichée à l'écran. Oui, c'est ça. On a travaillé du coup à Brosson Communauté à 4 enjeux principaux sur l'aspect environnemental: la sobriété énergétique du bâtiment, donc un bâtiment qui est passif et qui produit son énergie, une construction à faible impact avec tous les principes de l'éco-construction mis au cœur du projet et avec une volonté d'utiliser le plus d'éco-matériaux possible. Un bâtiment sain et agréable pour ses usagers, donc là, en termes de qualité de l'air, c'est-à-dire en gros tendre vers le zéro COV, composé organique volatile, et un confort thermique optimal en hiver comme en été. Et enfin, le quatrième pilier, que je pourrais mettre en premier, parce que c'est là où on a mis vraiment la focale très forte, le respect du vivant, avec un objectif de maximiser ou d'augmenter au maximum la présence de la biodiversité sur la parcelle et d'avoir une gestion intelligente de nos espaces sur ce programme. Ça donne lieu sur la diapo suivante à des preuves, si je peux l'appeler comme ça, mais on est allé en fait chercher différents labels, et vous le verrez, c'est un peu ces labels-là qui nous ont permis de donner des objectifs aux entreprises que l'on a sélectionnées dans nos marchés publics.
l'objectif d'avoir le label Passive House pour la passivité du bâtiment, la réponse à plusieurs appels à projets, entre autres celui de l'ADEME sur les bâtiments performants et celui de la F2B sur construire avec les écomatériaux. Et enfin, une certification EFI Nature sur la biodiversité. Donc, à l'époque où on initiait le projet, il n'y avait pas encore de projet qui réunissait tous ces labels et ces certifications. Je pense toujours pas. Enfin, après, je ne sais pas en fait. Je ne sais plus. Toujours est-il que tous ces labels nous permettent aussi de montrer, de donner à voir l'ambition et de pouvoir communiquer ensuite sur cette ambition environnementale. Un peu plus dans les détails. Sur la maximisation du recours aux écomatériaux, donc on est lauréat du niveau remarquable de l'appel à manifestation d'intérêt. On utilise du géosourcé, donc de la terre, du recyclé avec de la ouate de cellulose et du métis, plutôt pour les isolants, ça. Du biosourcé avec du bois pour tout ce qui est structure, charpente, ossature, plancher sont en bois. Le bardage extérieur, la moitié du bardage extérieur est en châtaignier. Pour tout ce qui est OSB apparent dans les ateliers. Et un peu en isolant aussi fibre de bois dans la partie passive. On a également utilisé des matériaux alternatifs aux matériaux qui sont issus des produits pétroliers. Je pense entre autres l'isolation de la dalle, c'est fait avec du mise à port. Donc c'est du verre expansé. Donc c'est là pour le coup, c'est un matériau qui est intéressant justement pour le réemploi. Donc on pourra en parler plus tard. L'engagement pour le respect du vivant a été, comme je vous le disais, au cœur de la démarche. Donc là, c'est la parcelle vue par notre éco et par notre personne qui s'occupait vraiment du diagnostic environnemental. Donc, on a un engagement qui s'est tissé autour de trois grandes phases. Une phase de diagnostic, la phase de conception du bâtiment et, in fine, la phase de sensibilisation des acteurs. Donc là, beaucoup de thématiques d'intérêt, entre autres, évidemment, la faune, la flore, le sol et les pollutions. Donc, en gros, maximiser la présence de faune, de flore et la qualité du sol, minimiser les impacts et donc la pollution. Et pour vous donner des exemples concrets, parce que ce programme en faveur de la biodiversité, pour le coup, a eu de très forts impacts sur le projet. Vous le voyez la carte ici, c'est grâce à cette carte-là qu'on a positionné les bâtiments et positionné la voirie. Les colonnes nous a dit il y a des zones sur la parcelle où le sol est inintéressant puisque c'était déjà du remblai, parce que c'était du sol qui n'était pas vivant. Bah, c'est là où on a positionné toutes les infrastructures. Et par contre, là où on avait les jardins partagés, les prairies existantes, on a essayé de les conserver et de leur faire jouer des rôles. Par exemple, la prairie actuelle a été légèrement modifiée pour qu'elle devienne un bassin naturel de rétention des eaux pluviales. Donc, c'est une prairie, mais qui a un rôle aussi pour le bâtiment. Et puis, pour densifier ça et pour nous permettre d'atteindre le niveau d'exigence de la certification, on va planter plus de 700 arbres et arbustes. Dans le lot, il y aura une partie qui seront des arbres fruitiers et des arbustes fruitiers pour permettre aux animaux de se nourrir. Et je comprends l'homo sapiens dans les animaux. La plantation d'une prairie fleurie de plus de 1000 m². Et puis de conserver tant que possible les haies bocagères qui sont des habitats naturels. Et on a la présence d'un énorme roncier qui est à notre œil d'humain pas hyper joli sur la parcelle, mais qu'on va conserver. Ça, c'est une volonté politique très forte parce que c'est là où en fait sont tous les habitats les plus intéressants, entre autres un terrier de blaireaux, entre autres des terriers de lapins, des nids, etc., etc. Donc on a vraiment souhaité conserver cet espace voilà, qui fait pas très jardin à la française, mais qui permet quand même d'avoir une très forte densité en termes de biodiversité. Et puis, on évite tous les pièges qui peuvent être présents sur les chantiers. Ça peut paraître un peu trivial, mais en gros, en fait, on évite de mettre une bâche dans notre bassin de rétention pour éviter que ce soit un piège mortel pour les animaux. On supprime les effets miroirs sur nos ouvrants pour éviter que les oiseaux viennent percuter le bâtiment et décèdent. On évite d'avoir tout ce qui est obstruction des cavités, qui sont des pièges aussi naturels.
etc., etc. Et puis, ça a un tout petit impact, et je le disais, voilà, enfin, ça nous a obligés aussi, mais c'est bien, je ne le dis pas comme une chose négative, mais ça nous a obligés aussi à porter une attention très particulière aux nuisances, sonores, lumineuses et la pollution en règle générale. Le bâtiment ne sera pas éclairé la nuit, par exemple. Voilà, tout un tas d'engagements dans ce sens-là. Et comme je vous le disais en introduction de cette partie, les labels sont nos garde-fous pour garder une certaine maîtrise de la mise en œuvre du bâtiment. Parce que l'objectif affiché dans le marché public, c'est d'atteindre ces certifications. Et donc, les entreprises doivent tout mettre en œuvre pour ce faire. Voilà pour l'engagement un peu environnemental du projet, le repère, rapidement. Et du coup, au vu de tous ces engagements-là, il a fallu aussi, vous avez fait un appel à candidature d'un maître d'œuvre. Donc, du coup, quels éléments ont particulièrement été mis en valeur du coup, dans le cahier des charges, pour cette candidature, enfin pour du coup le maître d'œuvre. Ouais, et ben l'idée clairement, c'était de pouvoir traduire ces engagements et ces volontés politiques dans les marchés publics. Donc là, clairement, c'est comme je vous le disais, le pilote de cette partie-là, c'était Anthony Delahaye, qui est notre référent juridique, le responsable juridique, pardon. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'avoir vraiment un programme qui soit, enfin, un cahier des charges qui soit très clair en ce sens-là. Donc, on avait une note de cadrage très explicite, donc écrite par les services, qui traduit vraiment les volontés politiques, les objectifs, les enjeux. On a vraiment explicité le programme pour que les entreprises qui voulaient y répondre le comprennent complètement et qu'il n'y ait pas de surprise. Et puis, on avait un programme très clair également. Et comme je vous le disais, là, la force du programmiste est vraiment intéressante pour nous accompagner sur un programme qui traduise complètement notre volonté politique. Pour vous donner quelques exemples, le fait que le bâtiment doit être flexible, passif, qu'on va utiliser des biomatériaux, la qualité de l'air, la production d'énergie, tout ça était dans le cahier des charges. Le fait qu'on voulait chasser, je le mets entre guillemets, toutes les reconnaissances possibles aussi, donc c'est-à-dire en gros prévenir les entreprises, attention, vous arrivez sur un marché public dans lequel on va vouloir avoir des certifications, des labels et répondre à des appels à projets, donc il faudra être exemplaire. Et puis ensuite, on demandait certaines compétences, hein, entre autres sur la construction avec des biomatériaux, des BE qui soient spécialisés sur de la structure en bois, par exemple, etc., etc. Et pour se permettre d'avoir une évaluation qui prenne vraiment ça en compte, on a une valeur technique qui est à 70% sur ce marché public. Donc voilà. Ensuite, sur l'évaluation, on est tenu par les marchés publics, donc on a une évaluation qui est assez classique avec les différentes capacités économiques, financières, professionnelles, techniques. Et puis, comme je vous le disais, on a vraiment nos garde-fous, des labels hein, qui nous ont permis d'avoir un maître d'œuvre qui correspond complètement à nos valeurs et qui sache aller chasser ce genre de choses. Donc, c'est 15 architectures, pour ne pas le citer, mais qui a été retenu. On a eu beaucoup de maîtres d'œuvre qui ont répondu à ce marché. C'était celui qui était le meilleur. Mais entre autres, aller chasser du label Passive House, ça nécessite d'avoir une certaine compréhension de ce label, comment est-ce qu'il se met en œuvre. Voilà. Je ne rentre pas plus dans les détails si vous voulez, mais vraiment comprendre dans mon propos que le programmiste a été quand même une aide très précieuse. Et en plus, ils nous ont suivis tout le long ensuite du marché de maîtrise d'œuvre, de maître d'œuvre, pardon, entre l'esquisse jusqu'au pro et la déclinaison de tous nos objectifs dans le DCE pour les travaux ensuite. Donc, vraiment une mission très importante. Et du coup, en parallèle de maître d'œuvre, il y a eu aussi, je suppose, un sourcing qui a été réalisé. Donc, comment est-ce que ça s'est fait? Oui, bah, c'est marrant parce que en écoutant les interventions précédentes, je me rends compte que voilà, Anthony Delahaye donc, a tout de suite mis la focale là-dessus en disant que c'était très important, que le sourcing avait été voilà, prépondérant, accompagné par le programmiste et le maître d'œuvre. Donc auprès de plusieurs entreprises. Et comme vous le disiez, en fait, c'est un jeu d'échange. Hein.
Donc, ça nourrit, nous, notre façon de concevoir les choses, parce que c'est vrai que, comme je vous le disais, c'est la première fois qu'on mettait en œuvre un bâtiment comme celui-ci. Donc, c'est important qu'on puisse se nourrir des retours d'expérience des entreprises. Ça permet également aux entreprises de savoir qu'il va y avoir un marché public qui va être publié prochainement. Donc, ça a plusieurs avantages. Ce sourcing a duré plusieurs mois durant les études de conception du bâtiment. Et puis ensuite, en phase d'avant-projet et de projet. Voilà. Bon, Anthony me rappelait à l'oreille avant la présentation qu'effectivement, comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus, Laurence, il me semble, c'est évidemment encadré dans le cadre de la commande publique, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut sur le sourcing. Et c'est pour ça d'ailleurs que le référent de ça, c'était bien Anthony, hein, qui est responsable des affaires juridiques, parce qu'il y a une façon de la mettre en œuvre et voilà, on ne fait pas comme on veut, quoi. Et du coup, il y a eu aussi, quelles ont été finalement les modalités d'exécution que vous aviez intégrées, que vous avez intégrées dans ce marché de construction? Alors, particulièrement au repère, on a alloti les marchés de travaux en 15 lots, voilà, pour permettre aux PME, TPE de pouvoir y accéder. En amont de ça, le service économie avait mis en place une série de formations à la réponse au marché public, qui n'a pas été il y a eu du monde à y venir, mais en fait, il n'y a aucune personne qui ont participé à ces formations qui ont répondu au marché. Donc, bon, un succès relatif. Et puis, Anthony me rappelait également que Brosson Communauté, on a une charte des chantiers respectueux de l'environnement depuis plusieurs années. Donc, on avait déjà ça en fait dans nos marchés publics, et on a mis en place en plus un lot spécifique pour la gestion des déchets, d'autant plus poussé par la certification Effinature, puisqu'on était tenu d'avoir un chantier très très propre, d'autant plus propre qu'on avait la certification. Anthony rappelait également que les variantes à l'initiative des entreprises n'ont pas été autorisées. Donc ça, c'était pour être sûr d'avoir une performance du bâtiment, voilà, d'être sûr qu'on est optimum. Et puis en plus, le CCTP était hyper précis pour le coup sur ce marché. Voilà ce que je peux en dire. Et puis, du coup, juste pour rappeler, parce que c'est l'enchaînement naturel, on a des marchés avec des fournisseurs qui y arriveront, hein, entre autres le mobilier. Et là, on est sur des réflexions, voilà, de clauses peut-être environnementales et sociales sur ce marché. Ouais. Je vois que le temps passe, Oui. la fin du webinaire approche. Ce que je te propose, c'est de conclure sur un peu les difficultés et puis les facteurs clés de succès que vous aviez pu retenir, et puis voilà, pour pouvoir les partager. Et puis ensuite, on fera un très très court, du coup, en fonction des questions, temps de réponse, et puis voilà. Sur les difficultés, on a eu une première procédure de passation où il n'y a pas eu de réponse sur certains lots. Donc voilà, il a fallu qu'on repasse des lots. Bon, on sait pas trop si c'est l'engagement environnemental ou quoi qui a poussé ça, mais en tout cas, voilà, on a dû repasser les marchés. Comme je le disais, les formations n'ont pas été couronnées de succès. Il y a des gens qui sont venus, mais ils n'ont pas répondu au marché. Donc bon, voilà, succès relatif. Ensuite, juste pour le redire également, on peut aussi penser que l'inconvénient de ce genre de marché est de pousser un programme sur le niveau environnemental. À ce niveau-là, ça pourrait être le coût. Je tiens à le dire, le coût est pas beaucoup plus élevé. Comparé à des programmes comparables en termes de mètres carrés, on est sur du 10% plus cher. Donc, on est vraiment, c'est quasiment rien, c'est infinitésimal, si je peux le dire comme ça. D'autant plus qu'on a des subventions qui, par contre, pour le coup, sont beaucoup plus importantes. Et on a une petite difficulté, mais qui n'a rien à voir, toujours pareil, on a eu une cessation d'activité pendant le chantier. C'est pour ça que le chantier est à l'arrêt aujourd'hui. Mais ça n'a rien à voir avec la façon dont on a passé les marchés par ailleurs. Et par contre, les succès clés, le sourcing, le fait d'avoir un programmiste, ça a été hyper important. S'assurer que le maître d'œuvre a bien les qualifications requises pour mettre en œuvre ce genre de bâtiment, parce que c'est quand même très technique. Et d'ailleurs, si on tient un budget qui est quasiment près d'un RT 2012, je vais le dire comme ça, c'est parce qu'on a un maître d'œuvre qui a su optimiser complètement les mètres carrés. Il n'y a pas un mètre carré inutile dans notre bâtiment. Et puis voilà, en fait, clairement, c'est ça voilà,
Une réussite, c'est un peu ça, quoi. Eh ben, merci Arnaud, en tout cas pour cette présentation. Je vois qu'il y a quelques questions. Quelqu'un qui demandait est-ce que le projet est terminé, mais du coup, tu as en partie répondu. C'est en cours, ouais. Et combien d'entreprises y sont installées ou du coup, y seront peut-être? Oui, ils seront. On aura une quinzaine d'entreprises en bureau, 6 entreprises en atelier et on a un espace de coworking tertiaire où on a la capacité d'accueillir une dizaine de personnes. On a un atelier de coworking qui nous permet d'accueillir aussi des gens un peu à la journée ou à la demi-journée pour venir fabriquer des choses. Et puis, on a 4 bureaux pour les partenaires et pour nous. Voilà. Et puis, il y a une autre question aussi sur quelles sont les subventions qui ont été perçues pour ce programme? Bah, c'est là, en fait, hein, où je vous disais, hein, un maître d'œuvre qui nous permet de garder des coûts raisonnables pour un bâtiment aussi ambitieux, mais un bâtiment très ambitieux qui du coup, forcément, se traduit aussi avec un taux de subvention qui est assez important. On est à près de 900 000 euros de subvention, tout compris. Donc, l'État a fortement accompagné par le biais de l'ADEME, mais aussi par le biais d'autres dispositifs. Et puis, la région est venue aussi nous accompagner. Donc, voilà. Et quand on compare, comme je vous le disais, on a deux concurrents territoriaux, je le dis entre guillemets en rigolant un peu, mais on a 2 bâtiments qui ressemblent un peu aux nôtres en termes de mètres carrés et d'usage, in fine, mais qui n'ont pas à jouer la carte de l'environnement. Et le reste à charge, en fait, est plus important pour eux que pour nous. Donc, là, pour le coup, en tout cas, moi, je vois que des avantages à aller vers ce genre de bâtiment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, si vous avez des réactions, voilà, à lever la main et puis je vous laisserai la parole. Je ne vois pas de réaction. Juste Léa, je me tiens à la disposition de quiconque souhaiterait avoir un échange sur ce projet ou avoir de plus amples informations avec grand plaisir. Donc, Très bien. pas hésiter. Donc oui, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions qui vous viennent plus tard, à nous faire un petit mail à moi ou ne serait-ce qu'à nos intervenants. Voilà, on essaiera dans la mesure du possible d'y répondre. En Léa, tout cas, je vais juste oui, ajouter voilà, c'est un oui, super projet, puis comme je le mettais dans le chat en plus, qui a vraiment pris tout, enfin biodiversité, enfin c'est bon, Arnaud Tania a rappelé sourcing, voilà, définition de besoin, parce que ça a fait écho à ce que je disais avant et ça, enfin, vraiment, c'est la clé. Et juste, je ne veux pas forcément en reparler, mais l'outil réemploi a été évoqué. Et puis, nous, on vient de publier aussi, c'était un gros projet d'un an avec la région des Pays de la Loire, entre autres, et puis FB Carré, j'ai vu sur la diapo FB Carré, une boîte à outils, nous, pour intégrer le biosourcé dans les marchés, c'est accessible de notre site internet à tous, adhérents, non adhérents. Donc, voilà, si ça peut être utile, voilà, à partir du site internet de Reseco, dans nos outils, vous retrouverez justement cette boîte à outils qui permet de se poser toutes les questions pour intégrer du biosourcé, parce qu'en effet, ça ne se fait pas comme ça. Donc, toutes les questions qu'on peut se poser, vraiment de l'amont du projet à toutes les phases. Donc, voilà. On pourra mettre le lien dans le mail aussi. Et je suis complètement d'accord avec vous, la F2B, la fédération bretonne des filières biosourcées, hyper importante, et elle nous a vraiment apporté une aide précieuse sur ce projet. Effectivement, je les ai pas cités, mais… Ça fait partie alors c'est pas des fournisseurs, mais de se faire accompagner par des partenaires dans la boîte à outils biosourcés. Justement, on a mis un annuaire parce que identifier les partenaires et les experts, surtout sur des sujets comme ça. Maintenant, on parle de confort d'été. Il y a tellement de choses qui sont un peu techniques. Se faire accompagner par ces experts-là, c'est vraiment important. Donc, ils font partie du genre de sourcing, en fait. Et je suis étonnée quand vous dites que c'est un peu décevant quand vous dites que peut-être que c'est dû à la thématique, mais que les fournisseurs, finalement, n'ont pas été intéressés par ce que vous aviez fait sur l'interconnaissance des marchés, parce que nous, c'est pourtant ce qu'on entend. On l'a entendu la semaine dernière à la journée réemploi immobilier. Il y a parfois une méconnaissance des marchés, on n'ose pas y aller, etc. Et donc, on se demande, nous, comment on peut favoriser ça. Mais si vous avez essayé de le faire et que ça n'a pas été très suivi, c'est
à creuser. Alors, je dis les entreprises qui ont participé à cette formation n'ont pas répondu à ce marché spécifiquement. Ah oui, pardon, Donc, d'accord. Ils sont je- venus, mais ils n'ont pas, voilà. ils étaient peut-être Peut-être pas qu'ils en ont répondu mesure de à d'autres répondre. marchés, je l'espère. Mais, Oui, d'accord, très bien, merci. Donc, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ou réaction? On a un peu dépassé le temps. Merci à ceux qui restent, en tout cas. Merci Attends, à... Léa, je me permets, Brest Métropole, je ne sais pas le prénom, qui me demande si c'est sur le territoire de Plélan-le-Grand, le repère. Oui, C'est sur ah le oui, territoire de Brocéliande Communauté et ça se situe à Bréal-sous-Montfort, exactement. merci Arnaud pour cette précision. Eh bien, je ne vois pas d'autres questions, mais voilà, n'hésitez pas, si jamais plus tard vous en aviez, de faire un petit mail. Ce que je vous propose, c'est de conclure rapidement du coup ce temps. Merci à nos intervenants, en tout cas, d'avoir répondu à ces questions et puis, pour les différentes interventions. Donc pour rappel, les supports, vous seront envoyés et puis, vous aurez, la possibilité de revoir ce webinaire. Avant de conclure, je veux juste vous, présenter brièvement, hein, je passe. Voilà, il existe aussi des ressources, qui sont, publiées par la CRES. Donc ces documents, ils sont disponibles sur le site internet. Je peux vous mettre, le lien directement dans le fil de discussion. Mais de toute façon, vous aurez, le support. Donc je passe brièvement. Il existe aussi une circulettre, donc c'est une newsletter, sur les actualités de l'économie circulaire, sociale et solidaire, donc qui est publiée une fois, par trimestre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé, à vous inscrire. Je passe brièvement sur, la circulaire, notamment Mathilde y a fait mention, donc des webinaires très courts, sur, la même thématique, que la circulettre. Donc là, la prochaine date, ça sera le mardi 12 septembre. Mais là encore, vous aurez le support. Et puis, il y aura aussi, un prochain webinaire le 17 novembre 2023, donc qui s'inscrit dans le cycle, de webinaires, que l'on co-construit, que l'on co-organise avec, le CNFPT et le RTES, donc vendredi 17 novembre 2023. Et ce sera sur, cette fois-ci la thématique, l'ESS comme levier de développement local dans les territoires ruraux. Et puis bien évidemment, il y aura, le compte rendu, et les replays, à retrouver, sur le site internet. Voilà, il existe aussi un club, d'élus engagés, hem, dans l'ESS en Bretagne et les prochaines dates, sont les suivantes. Donc jeudi 13 juillet matin et puis, un peu plus tard dans l'année aussi, le jeudi 9 novembre. Les lieux sont encore à définir. Hem, voilà, je vous remercie en tout cas de votre présence. Juste avant que vous quittiez, ce webinaire, que vous vous déconnectiez, je vais vous inviter à répondre à un petit sondage très rapide, directement. Je vous le transmets, donc qui va s'afficher. Vous aurez une fenêtre pop-up et puis, vous pourrez, compléter ce questionnaire. Voilà, il est très rapide et en tout cas, merci de votre présence et merci encore, à nos intervenants. Voilà. Donc normalement, ça devrait s'afficher. Voilà. Heu, donc en attendant que chacun complète, le questionnaire, je vais, terminer l'enregistrement, mais, vous pouvez, du coup rester, le temps de compléter ce questionnaire.